Avertissement. Ce que vous allez voir est un remake de ma toute première vidéo. J'aime bien son contenu, mais elle était techniquement à la rue et avait très peu de vues. J'ai donc décidé de la refaire proprement avec un petit remaniement du script. Bonne vidéo. Bonjour à tous. Il est assez connu que la série Game of Thrones et les livres dont ils sont tirés, la série A Song of Ice and Fire, sont largement inspirés de l'histoire. Mais à quel point? Pour le découvrir, nous allons nous intéresser à un cas particulier, la ville de Braavos. Vous savez, c'est cette ville où Arya fait son entraînement pour devenir un assassin / ninja. Et on va la comparer à la ville dont elle est inspirée, Venise. Allez, générique. La cité de Braavos se situe au nord-ouest du continent d'Essos, au croisement entre la mer Grelotte et le détroit. La cité est bâtie au cœur d'une lagune sur une centaine de petites îles. Devant s'étalait une magnifique nappe d'eau vert pois, dont les risées rappelaient l'aspect dépoli d'un panneau de vitrail. De son sein liquide surgit la cité proprement dite, un conglomérat prodigieux, gris, rouge et or de dômes, de tours et de ponts, les 100 îles de Braavos en mer. La ville de Venise, quant à elle, se situe en Europe, au nord-est de l'Italie. La cité est également bâtie au milieu d'une lagune et s'étend sur 118 petites îles. Les deux villes sont composées de nombreux ponts et canaux, et elles s'organisent toutes les deux autour d'un canal beaucoup plus important. Pour Venise, c'est le Grand Canal, et pour Braavos, le Long Canal. Ouais, on peut dire qu'ils sont pas foulés sur les noms, hein. Au nord des docks, Yorko vira dans l'embouchure d'un grand canal vert qui, telle une large avenue liquide, plongeait droit au cœur de la cité. Ils passèrent sous les arceaux d'un pont de pierre dont les sculptures représentaient des dizaines de variétés de poissons, de crabes et d'encornets. Un deuxième pont se présenta, décoré lui de rinceaux de pampres entrelacés, puis un troisième dont les 1000 yeux peints vous dévisageaient fixement. Des canaux de moindre importance ouvraient leurs gueules des deux côtés, et d'autres, bien plus exigus, débouchaient eux-mêmes dans les précédents. Évidemment, élever une cité au milieu d'une lagune, ça ne va pas sans contrainte technique. Ainsi, les Vénitiens ont dû dévier des fleuves pour éviter qu'ils remplissent la lagune d'alluvions, ils doivent lutter contre l'érosion marine et faire face à des crues régulières. Ces problèmes techniques sont évoqués dans le cas de Braavos par le biais de la ville noyée. Cette ville noyée se compose des quartiers les plus anciens de la ville, dont les îles se sont enfoncées sous l'eau à cause du poids des bâtiments qui les recouvrent. Certains des Braviens les plus pauvres habitent encore les étages supérieurs de bâtiments à demi submergés. Pour ce qui est du climat, il y a une grosse différence entre les deux villes. Venise est plutôt dans un climat méditerranéen, tandis que Braavos se trouve à l'extrême nord du continent d'Essos, à peu près à la même latitude que les îles de Fer, qui ne sont pas spécialement connues pour leur attrait touristique. Envie d'une destination de rêve pour les vacances? Ne cherchez pas plus loin et découvrez les îles de Fer. Le climat y est vivifiant et vous pourrez profiter d'un mode de vie typique. Profitez des hôtels lumineux et chaleureux. Enfin, vous pourrez même rencontrer les Fermiers, un peuple très amical et tactile. Les îles de Fer, vous n'en reviendrez pas. En plus, Braavos est bordée au nord par la mer Grelotte. Donc bon, si elle porte ce nom-là, c'est sans doute pas pour rien. Au final, ce qui caractérise le climat de Braavos, c'est le brouillard et l'humidité. Le climat de Braavos n'est sans doute pas très agréable, mais c'est l'une des raisons pour laquelle la ville a été fondée à cet endroit. Braavos a été fondée par des esclaves évadés d'un grand convoi de navires en partance de Valyria. Les esclaves se révoltèrent pendant le trajet et prirent le contrôle des galères. Alors pour info, Valyria c'est le pays d'origine des dragons et des Targaryens. À l'époque, Valyria était le pays le plus puissant du monde. Les Valyriens contrôlaient la magie, chevauchaient des dragons. Alors vous imaginez bien que pour les esclaves, le principal objectif c'était de se planquer et vite. Comme le convoi devait à l'origine se diriger vers le sud, ils firent le choix logique et partirent vers le nord. Ils finirent par tomber sur une lagune cachée par des collines couvertes de pins et régulièrement plongées dans le brouillard. Un avantage non négligeable puisque le brouillard permettait de cacher les réfugiés aux dragonniers qui passeraient éventuellement au-dessus. Ainsi, l'existence même de Braavos est restée secrète pendant un siècle, les marchands braviens mentant sur leur port de départ. Les 9 cités libres sont les filles de la défunte Valyria, lui avait appris l'homme plein de gentillesse. Alors que Braavos est l'enfant bâtard qui s'est enfui de la maison. Nous sommes un peuple de métis, les fils d'esclaves, de voleurs et de putains.
Nos ancêtres sont venus d'une cinquantaine de contrées différentes, dans ce pays de refuge, pour échapper au Seigneur du Dragon qui les avait asservis. Bien évidemment, Venise n'a pas été fondée par des esclaves fuyant des dragonniers, mais l'installation d'une large population dans la lagune part bien de la même logique de fuite. En effet, des populations vinrent s'installer dans la lagune pour fuir l'invasion des Goths en 421 et celle des redoutables Huns en 451. Combien ils sont? Qui ça? Comment qui ça? Les Huns? Je sais pas, il y a Attila et un autre, je crois. Non mais les Huns, ils sont combien? 3000? Ça dépend. Attila, vous le comptez comme un 1? Bah évidemment, je le compte pas comme un Ibère. Bah, il y a Attila et un 1, ça fait 2. Mais c'est surtout avec l'arrivée des Lombards à partir de 568 qu'une population importante et organisée va commencer à s'installer durablement dans la lagune. C'est à partir de l'île du Rialto que va se construire la cité de Venise. Les deux cités ont profité de leur situation pour se tourner vers la mer, et elles prospèrent toutes deux grâce à leur commerce. Venise domine le trafic dans tout le bassin méditerranéen, mais elle commerce aussi avec des villes comme Bruges en Belgique. Bravos, quant à elle, commerce avec tout le monde connu. Elle dispose de deux ports, le port des chiffonniers pour les navires étrangers, et le port pourpre pour les navires braviens. Que ce soit dans le monde de Game of Thrones ou dans le nôtre, Bravos et Venise ne sont pas les seules grandes cités marchandes. Bravos subit la concurrence des autres cités libres comme Pentos, tandis que Venise entretiendra une rivalité avec la ville de Gênes. Dans les deux cas, nos cités dominent toutes les autres, et leur puissance est crainte par tous. Une fois à Bravos, Myrcella ne risquerait apparemment plus rien. Non content de lui donner sœur Harris du Rouvre pour bouclier Lige, son oncle avait chargé les Bravi de la mener eux-mêmes ensuite à Lancélion. Lord Stannis en personne balancerait à s'attirer l'ire de la plus puissante des cités libres. Dans le cas de Venise, sa puissance est telle que c'est à elle qu'est confiée la mission d'emmener les guerriers de la 4ème croisade. La cité va profiter de cette aubaine pour détourner la croisade et prendre Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. C'est avec cette croisade que Venise va obtenir ses premières colonies terrestres, qui lui permettront de renforcer encore sa position en Méditerranée. Toutefois, si les deux cités sont caractérisées par leur énorme puissance commerciale, c'est cette dernière qui va entraîner l'apparition de la plus grande différence entre les deux villes. En effet, en souvenir de ses origines serviles, la première loi de Bravos indique que nul homme, femme ou enfant de Bravos ne sera jamais esclave. Cela va même plus loin puisque la cité s'oppose à l'esclavage sous toutes ses formes, et elle refuse catégoriquement de faire du commerce avec les cités esclavagistes. Elle ira même jusqu'à mener plusieurs guerres contre ces dernières. Si Bravos a une position aussi affirmée sur l'esclavage, on peut être sûr que cet aspect n'est pas inspiré de Venise. En effet, la cité participe activement au commerce des esclaves en Méditerranée, notamment avec le monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Venise importe des esclaves, essentiellement des domestiques, et il est même possible que le mot esclave soit apparu à Venise. Mais cette puissance ne peut reposer uniquement sur le commerce, car une cité prospère, mais sans défense, ne survit généralement pas longtemps. Or, Venise et Bravos ne possèdent pas de murailles. Bravos dispose bien de son titan, une immense statue qui enjambe l'accès à la lagune et qui est percée de meurtrières. Ce titan n'est pas inspiré de Venise, mais du colosse de Rhodes, une des 7 merveilles du monde antique. Notons cependant que ce dernier n'avait lui aucune fonction défensive. Ce qui permet à Venise et à Bravos de rester en sécurité, c'est qu'elles ne sont accessibles que par la mer. C'est donc la puissance de leur flotte militaire qui leur sert de rempart. Nos remparts à nous sont en bois badigeonné de pourpre. Nos remparts à nous, ce sont nos galères. Elles suffisent à nous dispenser de tout autre mur. Pour bâtir et maintenir cette puissante flotte indispensable à la survie de la cité, Bravos dispose de l'arsenal. L'arsenal de Bravos, présenta Daigneau d'un ton tout aussi faraud que s'il l'avait édifié lui-même. On peut y construire une galère de guerre en un jour. Dans cet immense chantier naval sont bâtis des navires tous construits sur le même modèle. Chaque pièce peut donc être préparée à l'avance et les charpentiers travaillent à leur assemblage en même temps sur différentes parties du navire pour aller plus vite. De cette manière, l'arsenal de Bravos peut construire une galère de guerre en une seule journée. Cette manière de faire est unique dans le monde de Game of Thrones. Ici, George R. R. Martin a presque complètement importé pour sa cité fictive le célèbre chantier naval vénitien. En effet, ce dernier était également appelé l'Arsenal. Il s'agissait d'une entreprise complète qui était capable de fabriquer et d'assembler tous les éléments nécessaires à la construction d'un navire de guerre, depuis les cordages jusqu'à la coque. À partir de 1464, l'arsenal de Venise dispose même de sa propre fonderie pour fabriquer les canons qui vont équiper ses navires. Par contre, contrairement à ce qui était décrit pour Bravos, les navires ne sont pas identiques, chaque galère a sa propre assiette. Grosso modo, c'est l'équilibre du navire dans l'eau, selon les bois employés et le savoir-faire du constructeur. Et donc chaque bâtiment doit recevoir les matériaux à sa mesure. Tout ce qui appartient à l'armement, c'est-à-dire l'équipement d'un même navire,
étaient dirigés dans des magasins spécialisés et entreposés sous un chiffre romain correspondant au chiffre inscrit sur la coque du navire. Puis, le vaisseau à armer était déplacé d'un magasin à l'autre et recevait à chaque halte le matériel rassemblé pour lui. Tout le système des ateliers et des travailleurs était organisé sur ce principe. Il semblerait que ce système permettait d'assembler une galère de guerre en une journée, c'est dire l'efficacité de ce système. En ce qui concerne le système de gouvernement des deux cités, on en sait assez peu sur celui de Braavos. Le livre Les origines de la saga dit juste: à la tête de Braavos, on ne trouve ni prince ni roi, mais le seigneur de la mer, choisi parmi les citoyens, par les magistrats et les gardes-clés de la ville, selon un processus aussi compliqué que mystérieux. C'est donc un système qui ressemble à celui de la République de Venise. Ainsi, à Venise, le plus haut personnage de l'État est le doge. Non, pas celui-là. Oui, voilà, c'est mieux. Donc le doge de Venise est élu à vie, d'abord par le peuple, puis à partir de 1268, par une série complexe de 11 scrutins, mêlant les choix du Grand Conseil à ceux du hasard afin de briser les intrigues tout en éliminant les incapables. On retrouve là le processus d'élection du seigneur de la mer de Braavos. Compliqué et mystérieux. Si on ne connaît pas exactement les attributions du seigneur de la mer de Braavos, celles du doge de Venise sont assez ambiguës. En effet, c'est le plus haut personnage de l'État, mais il n'a pas de réel pouvoir exécutif. Donato Gianotti, un écrivain florentin du XVIe siècle, écrivait à propos du doge de Venise: « Aucune affaire ne peut se traiter sans sa présence, mais il ne peut rien décider tout seul. » En effet, le doge assiste à tous les conseils et donne son avis, mais il ne peut pas l'imposer. Il a une forte influence, mais il ne peut pas sortir seul, ni même rencontrer les princes et les ambassadeurs seuls. Il ne peut même pas ouvrir le courrier officiel tout seul. Après 1501, on institue une procédure originale. À la mort du doge, on instruit un procès posthume et on garde son patrimoine sous séquestre, comme garant des éventuels dommages qu'il aurait causés à la communauté. C'est-à-dire que le procès va déterminer si le doge décédé a nui par ses actions à la communauté. Si c'est le cas, la ville prend sur son héritage pour rembourser les dommages causés. Du fait de ses origines, Braavos est une cité multiculturelle et donc de très nombreuses religions y sont pratiquées. La cité dispose de très nombreux temples, dont la plupart sont sur l'île des dieux. Cette île regroupe des centaines de temples où même les plus petits dieux ont le leur. Braavos est donc une cité tolérante où toutes les religions sont acceptées. Bien sûr, le contexte est très différent à Venise. La ville est chrétienne dans son immense majorité, mais il y régnait une certaine tolérance, et des juifs et quelques musulmans y vivaient et pouvaient pratiquer leur religion. Mais cette tolérance avait des limites. En effet, en 1516, on crée à Venise un quartier où les juifs sont forcés de résider. Ce quartier est situé dans une ancienne fonderie, ce qui se dit ghetto en vénitien. Et oui, le mot ghetto vient de là. Les juifs du ghetto devaient même porter une marque distinctive. Une petite roue jaune sur la poitrine ou un chapeau jaune. Mais là où la cité des doges rejoint Braavos, c'est par ce nombre impressionnant de bâtiments religieux. À la fin du Moyen-Âge, Venise compte 47 couvents et plus d'une centaine d'églises paroissiales. Encore une fois, en ce qui concerne la population de sa cité, George R.R. Martin s'est largement inspiré de l'historique Venise. La population de Braavos, comme on l'a vu, est largement cosmopolite. On y parle beaucoup de langues, et de nombreuses religions y sont pratiquées. Son statut de ville marchande attire évidemment de nombreux étrangers. À Venise également, les immigrés sont nombreux. Il y a les juifs et les quelques musulmans dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi des immigrés en provenance des possessions coloniales vénitiennes, slaves, albanais et grecs. En 1509, Girolamo Priori, qui sera doge de Venise de 1559 à 1567, écrivit à propos de la population de Venise: « En dehors des nobles et de quelques citoyens, tout le reste est fait d'étrangers et d'un petit nombre de Vénitiens. » Une catégorie de la population de Braavos est particulièrement réputée, ce sont ses spadassins, et particulièrement les danseurs d'eau, comme Sirio Forel. I am Sirio Forel. Foreign bastard. And you will be speaking to me with more respect. Si l'escrime italienne était particulièrement réputée à la Renaissance, je n'ai en revanche rien à trouver sur une école d'escrime qui serait spécifique à Venise. On peut donc en conclure que cet aspect de la ville de Braavos serait plutôt inspiré de l'Italie de la Renaissance en général, plutôt que de Venise en particulier. Braavos est aussi célèbre pour ses courtisanes. Les courtisanes de Braavos étaient fameuses dans le monde entier. Les chanteurs les célébraient, les orfèvres et les joailliers les couvraient de cadeaux, les artisans quémandaient l'honneur de leur clientèle, les princes marchands payaient des sommes royales pour leur donner le bras lors des bals, des festins et des spectacles de comédie. Les spadassins s'entretuaient en leur nom. Pendant qu'elle poussait sa carriole le long des quais, Kat apercevait parfois l'une d'elles passer les eaux du canal, en route pour quelques soirées avec un amant. Chacune possédait sa barge personnelle, et les serviteurs attitraient pour la conduire, arc-boutés sur leurs perches, à ses rendez-vous galants. Les plus célèbres de ces courtisanes sont surnommées les perles noires.
La première d'entre elles fut l'amante du roi de Westeros, Aegon IV Targaryen. Ce sont des femmes cultivées et raffinées. Ces courtisanes braviennes sont largement inspirées des courtisanes vénitiennes. Ces dernières étaient surnommées les beautés mercenaires. Elles étaient réputées dans toute l'Europe. Ce sont elles qui dictaient la mode. Elles étaient belles et cultivées, et savaient souvent jouer d'un ou plusieurs instruments. La plus célèbre d'entre elles fut assurément Veronica Franco, courtisane vénitienne du XVIe siècle. Elle parvint vite à avoir des relations avec les notables les plus influents de la ville, et elle fut même la maîtresse du roi Henri III de France. Femme de culture, elle a écrit 2 recueils de poésie, et un film de 1998, La courtisane, de Marshall Hershkovitz, nous raconte sa vie. Il est possible que les courtisanes vénitiennes aient aussi inspiré d'autres univers que celui de George R.R. Martin. Au cours de mes lectures, j'ai remarqué que lorsque George R.R. Martin parlait de Braavos, il évoquait souvent le fait que les chats y pullulaient. Donc je me suis demandé si même pour un si petit détail, il s'était inspiré de la réalité historique de Venise. Et bien il semblerait que oui. Et oui, les chats étaient apparemment très nombreux à Venise et même très appréciés des habitants puisqu'ils chassaient les rats porteurs de maladies. Des assureurs maritimes auraient même exigé que les bateaux qu'ils assurent aient à leur bord des chats pour éviter les épidémies. Bon, par contre là-dessus, j'ai pas de source hyper fiable, donc prenez ça avec des pincettes. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de chats errants en ville puisque la ville a mené des grandes campagnes de stérilisation. Mais il y a bien une époque où Venise fut le paradis des chats, comme les Braavos dans le monde de Game of Thrones. Comme on l'a vu, George R.R. Martin s'est très largement inspiré de l'histoire de Venise pour créer sa ville de Braavos, en allant même chercher dans les détails comme la présence de chats. Mais ce n'est évidemment pas la seule chose inspirée de l'histoire qu'il y a dans son univers. Et si ça vous intéresse, je vous encourage vivement à aller voir le travail de la prof et Nota Bene sur le sujet, c'est passionnant, je vous mets les liens en description. Sur le sujet de Game of Thrones, je vous conseille également le travail du camarade Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée sur le réalisme des combats dans la série. Quant à moi, je ne sais pas si je referai des épisodes dans ce format en cyclofiction, mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Allez, à la prochaine, et on n'oublie pas de faire comme John Hammond. Venezia, la luna e tu, stanotte questo cuore